Et bonjour les amis, c'est Solo, on se retrouve pour une nouvelle série de tutoriels consacrés à l'univers Anywhere Software, qui est je dirais un ovni en fait dans les langages de programmation. C'est un truc qui est quand même assez extraordinaire et qui va vous permettre de faire des choses assez sympas si vous aimez la programmation, dans un esprit basique. Donc il faut aimer le basique. Moi je suis un très vieux utilisateur de basique, donc j'adore ça. Et l'intérêt c'est qu'en fait ça remet un petit peu au goût du jour le basique, parce que l'intérêt c'est qu'on va pouvoir faire du basique pour Android, basique pour iOS, basique pour desktop ou basique pour Arduino. Sachant qu'il y a deux versions qui sont payantes, celle pour Android et celle pour iOS sont des versions payantes. Je crois qu'elles coûtent 59 $ chacune. Par contre, Basic for Java, pour desktop, elle est gratuite. Et Basic pour Arduino. Arduino, c'est tout ce qui est produit IoT. On va dire tous les petites cartes mères, les petites cartes. Tout ce qui peut être objet connecté d'aujourd'hui, les trucs comme ça, les Arduino, ou faire de la mécanique, de la robotique ou des trucs comme ça peut être assez sympa aussi. Nous, on va s'intéresser surtout à B4J aujourd'hui. Sachant que quand vous savez programmer en B4J, vous savez programmer en B4A et en B4I, c'est exactement le même système. D'ailleurs, vos codes seront réutilisables. Vous pouvez très bien faire un projet desktop et ensuite le basculer en B4A quand vous achèterez votre licence. Il n'y a quasiment pas de choses qui diffèrent. De plus en plus d'ailleurs, ils ont Anywhere Software a scindé en fait toutes les librairies pour qu'elles soient exploitables en fait à chaque fois identiquement. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, à l'identique en fait dans les systèmes. Donc une fois que vous savez programmer en desktop, vous savez tout faire et vous allez voir que vous allez gagner vraiment du temps si vous voulez faire de la programmation Android après par la suite. Vous allez voir que par rapport à des systèmes comme Android Studio, tout ça, qui sont en pure Java, qui demandent une rigueur, une procédure bah, c'est Java quoi. Java, il faut connaître. C'est un langage qui est quand même assez compliqué, qui est très procédurier et peu permissif. Donc, tandis que Basic, c'est quand même beaucoup plus fun. Alors, je vais lancer BKJ. Maintenant que je l'ai installé. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on le télécharge, il faut aussi, on va aller directement dedans. Donc, il est 100% gratuit. Il n'y a pas de, même si vous développez une application commerciale, il n'y a pas de reversion d'intérêt, etc. Une fois compilé, ça peut tourner, parce que comme ça va sortir, en fait, on travaille en basique, mais ça sort du Java. Donc ça va sortir des points jar. Donc on va même pouvoir faire tourner ça après sur Mac, Linux, ARM ou Raspberry, des choses comme ça. Donc vous le téléchargez, il fait 14 mégas, et ensuite il faut installer au moins avoir JDK d'installer, enfin tout ce qui est JDK, c'est-à-dire le Java Development Kit, donc soit le Oracle Java 8 ou OpenJDK 11. Suivant votre version, vous téléchargez un des deux. Je ne sais plus lequel j'ai, je ne me rappelle même plus. Et ensuite, après, il faut télécharger. Donc après, il faut télécharger ça et aller dans les configurations path, ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, une fois que vous êtes dans le logiciel, vous allez vous retrouver dans un truc comme ça, avec directement une fenêtre avec des petits bouts de code déjà prédéfinis. Vous allez dire, oh là, j'ai rien fait, il y a déjà du code. Mais bon, ça c'est pour tout programme. Je crois que par défaut, d'ailleurs, ça n'est pas là. C'est ici, par défaut. Clac. Et d'ailleurs, par défaut, aussi, on est en thème clair. Thème, on va mettre du thème clair. Light Royal. Tac, allez. On va remettre, pour l'instant, moi je le mets là 5 minutes juste pour vous montrer comment on atterrit sur l'interface au départ. Moi j'ai du mal avec l'interface claire, surtout le soir. C'est 22h48. Ça me fait vite mal aux yeux. Je suis en train de plisser les yeux pour continuer de regarder. Alors, il faut aller une fois que vous avez téléchargé tout ça, configurer les chemins. Ça sera la première chose à voir. Et il va nous demander l'emplacement du javac.exe. Javac, c'est ce qui va vous permettre de compiler en Java, en fait, de compiler vos programmes en Java. Donc, lui, il me dit habituellement, c'est dans le dossier, c'est Program Files, Java, JDK 1.8, la version, .bit. Donc, moi, je l'ai installé ici. Moi, effectivement, il est bien dans
dans C, Program Files, Java, JDK 1.8.0.0.131, le bin, et j'ai le Java qui exé. Ok, c'est tout bon. Ensuite, j'ai des bibliothèques additionnelles. Je crois que je ne sais pas si par défaut elles sont là, ou si c'est moi qui les ai rajoutées. Mais enfin, à la limite, vous pouvez très bien créer un dossier n'importe où sur votre ordinateur pour tout ce qui est bibliothèque additionnelle. Ça, on le verra plus tard, mais ça pourrait être sympa. Le logiciel est déjà livré avec des bibliothèques préinstallées, mais on pourra très bien aller trouver et télécharger d'autres bibliothèques externellement. Par exemple, une bibliothèque pour gérer les bases de données SQLite, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on le mettra en fait dans ce dossier-là. Et ensuite, les modules partagés, ça aussi, on verra peut-être plus tard. C'est quand vous voulez faire des modules personnels, des modules à vous, en fait, des bouts de code que vous réutilisez souvent, ou quand vous avez fait une fonction à vous qui vous intéresse, je sais pas, moi, enlever tous les espaces, ou par exemple, convertir une date en date inversée, par exemple, mettre en fait 2018 12 12, enfin là c'est 12 demain 13 par exemple, inverser les dates ou des choses comme ça. On peut avoir plein de trucs comme ça qui sont des modules à soi, et dans ce cas là on les met dans les modules partagés. Donc là aussi il faut définir un chemin pour les modules partagés. Bon, enfin ça je l'ai pas fait encore, on verra plus tard. Ok pour ça. Et donc là on se trouve avec une interface avec déjà un petit bout de code de défini qui va nous permettre en fait de démarrer la première forme. On va retrouver d'ailleurs ici dans les modules, dans tout ce qui est module, on va retrouver le main. Donc en fait là c'est le nom du fichier, en fait il s'appelle main. Et donc il a plusieurs subs. On peut le retrouver ici, le app start, le process global et l'application error. Alors attention, process global, c'est pas du tout comme dans les logiciels de jeu. Là, c'est juste pour dimensionner en fait vos variables. En fait, c'est là où on va dimensionner nos variables. Tout ce qui est variable globale, on va les dimensionner ici. Et après, le reste, on verra plus tard. Et ensuite, on a d'autres trucs qui sont les gestionnaires, par exemple, de bibliothèques, c'est-à-dire tous les packages qui peuvent être ajoutés directement d'ici. Par exemple, je veux gérer je sais pas moi, le string utils. Tiens, ça peut être intéressant. Clac, j'ai juste à cliquer dessus. Et une fois qu'elle est installée, elle se met en haut avec les autres. Et là, il doit me dire que je m'en sers pas. Non, il ne me le dit pas encore, mais enfin, il va pas tarder à me le dire. Ensuite, les gestionnaires de fichiers, dans ce cas, ici, vous verrez en fait tous les fichiers additionnels qui ne sont pas du code. Par exemple, tous les layouts. Donc, en fait, un layout est aussi un fichier qui contient du design. Mais bon, pour l'instant, on n'en a pas créé. On verra tout à l'heure quand on en créera un. Et ensuite, vous avez d'autres trucs qui sont la recherche, et rechercher les références ou les occurrences. Donc ça peut être sympa. Moi, perso, je vais déplacer les modules, je vais les déplacer à gauche, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère comme ça. Je préfère avoir ici, visuellement, et là, mon gestionnaire de groupe. Voilà. Et une fois qu'on a ça, la première des choses, c'est de créer notre projet et notre solution. Donc, on va enregistrer. Enregistrer. Oh, pardon. Donc, par défaut, moi je vais le mettre dans un de mes disques, projet B4J, et là je vais faire un nouveau dossier, je vais créer un nouveau dossier, histoire d'avoir tout un projet, enfin une solution en fait, ce qu'on appelle un dossier solution, et je vais l'appeler Hello World. Hello World. Tac. Et dans ce Hello World, je vais aussi faire un projet ce coup-ci, donc ça c'était la solution que j'avais fait, et je vais l'appeler aussi Hello World. Tac. Et c'est bon. Maintenant, c'est enregistré. Donc maintenant, ici, il m'indique bien, on est dans le projet Hello World. La différence entre un projet et une solution, c'est qu'une solution, c'est une solution Une solution peut contenir plusieurs projets, tandis qu'un projet est unique dans une solution. Un projet, c'est directement quelque chose qui va s'exécuter. C'est un exécutable, en fait, un projet. Ou une DLL, enfin, c'est un projet en lui tout seul. Par contre, une solution peut contenir plusieurs projets. Si vous faites, par exemple, une application qui serait un client et un serveur, ce sont deux projets différents, un qui a une tâche, un qui a une autre tâche, mais elles peuvent être contenues dans la même solution. Et pourtant, on a deux projets, donc deux exécutables différents dans la même solution.
Alors, moi je vais repasser je suis désolé, je repasse en foncé parce que j'ai vraiment du mal. Thème, allez, on repasse en métro dark. On va peut-être mettre le vibrant ink, histoire d'avoir un peu plus de contraste, pour plus de visibilité. Alors, une fois qu'on a ça, donc on a un app start. Dans l'app start, c'est ce qui va faire démarrer en fait votre projet, sur quoi il va démarrer. Donc il nous indique, il y a une main form qui s'appelle form 1, parce que ce sera l'argument. Et ensuite, là, il y a une ligne qui est commentée pour l'instant, et il nous dit, moi, il faudrait que j'aille ouvrir en fait un fichier qui s'appellerait layout1 par défaut, qui serait le layout file. On verra comment on l'appelle, on n'est pas obligé de l'appeler comme ça. Et après, on a une autre sub qui s'appelle application erreur. C'est là où on va pouvoir tracer nos erreurs, éventuellement, peut-être des fois, de temps en temps, les bypasser, ou voir si on est en debug, etc. Enfin bon, ça, on verra plus tard, ça n'a pas grosse importance pour l'instant. Une fois qu'on a ça, l'intérêt de ce logiciel, de cette classe logicielle, c'est qu'elle a directement un designer de préinstallé. Donc, il y a un designer interne. On peut aussi utiliser SceneBuilder. Moi, je ne le conseille pas, SceneBuilder. Je trouve que c'était une machine, c'était une usine à gaz. Hein. Moi, je l'avais, je crois qu'elle est là, ouais. Je ne sais pas si elle marche toujours. Ouais, je l'avais installée il y a très très longtemps. C'était une machine à gaz à l'époque où on était obligé de mettre nos conteneurs, etc. Après un bouton, je ne sais même plus comment ça marche. Tac, voilà, je mettais un bouton sur la forme, etc. C'était un système qui était très puissant, mais très complexe, je le trouvais, et puis il était très très lourd à gérer, il faisait vite chauffer les machines, je trouve. Tandis que là, il y a un designer qui est préinstallé, qui est vraiment sympa. Alors, il nous ouvre deux fenêtres par défaut, il y a le what I see, what I get, is what I get, bon, enfin, qui veut dire ce que je pose, enfin, ce que je crée, c'est ce que je vois, en fait, hein. Ça, pour l'instant, je vais le fermer. Et ensuite, on a, là, on se retrouve avec un deuxième logiciel. Hein, l'autre est toujours dessous. Et celui-ci, c'est une nouvelle fenêtre. Et là, on a vraiment un abstract designer, ce qu'on appelle un abstract, c'est-à-dire qu'il nous met la forme minimaliste de la forme après qui va apparaître réellement à l'écran. On a un éditeur de propriétés. C'est là où, en fait, à chaque fois qu'on sélectionne un item, on va avoir ses propriétés. C'est là où on va changer par exemple le nom d'un champ ou le texte affiché dans ce champ ou des choses comme ça. On a les possibilités d'avoir des variantes. Ça aussi, on verra plus tard, c'est très intéressant. C'est si vous avez si vous voulez que votre logiciel puisse tourner sur différentes tailles d'écran et donc différentes devices en fait. Si vous avez un écran 8 pouces pour une tablette et un 22 pouces pour un écran PC, vous n'aurez peut-être pas forcément le même design visuel de votre logiciel. Vous aurez peut-être les boutons qui seront plus en bas que sur la droite, etc. Ou qui s'ouvriront. Enfin bon, bref, on verra un peu plus tard pour les variantes. Et après, on a d'ailleurs un éditeur de script pour scripter, pour faire des scripts assez intéressants aussi, là aussi, de positionnement, des choses comme ça. C'est assez sympa. Pour ajouter un élément, très simple, clic droit, ajouter une view. Et là, on va ajouter par exemple un bouton. Paf! Et donc là, dans l'abstract, c'est une version simplifiée de notre bouton. On voit juste un rectangle comme ça avec le nom du composant. Donc, par défaut, si je clique dessus, moi je vais le renommer BTN pour bouton. OK. Et vous allez voir que si je rajoute un champ texte, donc un text field, visuellement, il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Hein. Si je décoche, vous allez voir que, voilà, là, qu'est-ce qui est le bouton, qu'est-ce qui est le champ texte, on ne sait pas réellement, à part le nom. Donc, il faudra quand même se référer surtout à notre nom. Je vais lui changer son nom pour TXT. Voilà. Et là, si je veux voir visuellement ce que ça va donner, je peux très bien, au niveau de mon What I See, What I Get Designer, enfin bref, vous avez compris, je peux le reconnecter comme ça. Et là, je vois visuellement ce que donnera mon visuel en fait. Hein. Donc là, c'est bien un bouton, et là, c'est bien un champ texte où je peux taper. Hop. OK pour ça. Et après, je peux très bien toujours les déplacer. D'ailleurs, si je le laisse actif, hein, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, je le laisse là. Bon, le problème, c'est qu'il va s'enlever visuellement. Je peux pas lui dire de rester toujours au-dessus, lui, je crois. Il n'y a pas de façon pour lui dire rester au-dessus. C'est dommage parce que ça me l'enlève à chaque fois du coup.
Ok, bon ça on va le mettre comme ça. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut regarder aussi, c'est les systèmes d'ancrage très rapidement. Donc là par exemple ça, je lui dis, bah, ancre-toi gauche et droite. Au lieu de le laisser ancrer à gauche et en haut, je lui dis ancre-toi gauche et droite. Ce qui fait que maintenant, quand je retourne là-dedans, hop, je m'aperçois que mon champ texte, c'est bien ancré. Il suit en fait hein, tel que quand j'agrandis ou que je rapetissis ma forme, il a bien conservé la même marge en fait, vu qu'il est ancré gauche et droite sur la forme parent. Voilà, c'était pour vous montrer, je ne l'ai pas fait volontairement avec le bouton. Lui, le bouton n'est qu'ancré à gauche et en haut. Donc en fait, il ne suit pas quand je fais les mouvements de déplacement. Et puis bah, maintenant, je dirais, on n'a plus qu'à enregistrer ce layout. Ce layout est très simple. Par contre, le bouton, je peux lui mettre un texte un petit peu différent. Je vais lui dire, bah, cliquez-moi, hop. Et là, au niveau du texte, au niveau du prompt, j'ai rien d'écrit encore ici. Tac. Et là, c'est le prompt. Donc là, si je regarde au niveau de mon designer, je peux le connecter aussi directement ici. Donc rien d'écrit ici, et cliquez-moi. Donc ça, c'est bien affiché. Ça marche très bien. Je vais enregistrer ce visuel, en fait, ce layout, je vais l'enregistrer. Enregistrer. Et je vais l'appeler mon premier layout. Tac. Je vais le copier. Je copie ce nom, en fait, parce que j'en aurai besoin, et tac. Maintenant, je peux très bien aller l'activer ici. Donc là, il va me dire, on va charger, au lieu du nom par défaut layout 1, je vais lui copier ici mon premier layout. Et maintenant, vous allez voir que lui, il est content, il n'a plus d'erreur, parce qu'il dit, ok, moi j'ai bien une forme qui est tirée de ce truc-là. Donc c'est bon pour ça. Par contre, on n'a pas d'interactivité. Je peux pas, là j'ai pas d'événement clic, je peux pas rajouter d'événements, de choses comme ça à mon projet. Là je peux quand même déjà le tester. C'est-à-dire que, voilà, là j'ai bien déjà mon projet. Par contre, j'ai pas d'interactivité, je peux pas cliquer dessus, j'ai rien. Donc on va revenir au niveau de notre Abstract Designer, ici. Et maintenant, je vais dire, moi j'ai besoin des champs aussi dans mon code. Les champs, tous les objets, je veux pouvoir interagir avec eux au niveau du code. Donc j'ai besoin si je veux afficher Hello World dans le champ texte par programmation, il faut que j'ai accès à cet objet. Et si je veux cliquer en fait pour que ça s'affiche, j'ai besoin aussi du bouton, du clic, etc., etc. Donc ce que je vais faire générer les membres, ici, au niveau de outils, générer les membres. Et là, il me dit, voilà, moi, tous les membres que j'ai. Donc j'ai bouton et j'ai texte. Et dans bouton, en plus, quand on développe, on a l'événement clic. Ok, moi j'ai besoin de tout ça. Alors, je génère les membres. Là, il me dit rien. C'est un petit peu dommage, il n'y a pas d'information visuelle qui me dit que c'est fait. Mais on va dire que c'est bon. Je réenregistre une dernière fois, tac, même si ça c'est pas obligatoire. Et là, on peut s'apercevoir que maintenant, il m'a rajouté ça, private bouton, enfin btn as bouton, et txt as text field. Et ici, j'ai une sub qui s'appelle btn click. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon truc. Donc là, ça, je peux le fermer, maintenant, j'en ai plus besoin. Et là, j'ai juste à lui dire, maintenant, mon champ texte, qui s'appelle txt, son point texte, donc son champ texte en fait, sa propriété texte, je veux qu'elle affiche la chaîne de caractères hello world. Hello world. Tac, avec ça en plus. Et on va tester notre logiciel. Magie. Et voilà, là ça y est, on a une interconnexion entre les deux. Donc vous avez vu que c'est quand même très rapide. En plus là j'ai pris pas mal de temps à discuter, mais vous allez voir que comme ça, et ça serait la même chose sur Android. En Android, en 2 minutes, vous faites une application.
enfin une application qui est très limitée, hein, certes, mais amusez-vous avec Android Studio, vous allez voir la différence entre les listeners, il faut écouter les listeners et tout ça, faut créer le bouton, lui dire que dans le bouton, il faut aller écouter, qu'il peut y avoir un clic, si dans ce cas-là il y a un clic, il faut aller invoquer telle fonction. Enfin bref, c'est un bon bazar, alors que là, vous faites quelque chose de très très rapide en quelques minutes. Et en plus, comme je vous dis, c'est quand même relativement puissant. On pourra créer des serveurs, gérer des bases de données SQL, MySQL, SQL Server, gérer des fichiers d'impression, gérer des sockets. Des sockets, ce sont des transferts de données, de paquets de données. Enfin, on peut faire énormément de choses, de l'encryption, on pourrait faire un serveur de jeu, on pourrait faire plein de trucs avec ça. C'est vraiment, vraiment un petit soft qui mérite qui mérite d'y jeter un coup d'œil. Moi, ça fait très longtemps que je suis la version basique for Android. Pour vous dire, j'avais quand même fait un système de caisse enregistreuse à l'époque sous Android par ce logiciel. Je gérais des grosses bases de données SQLite et j'avais fait un très très gros projet, donc je m'en suis servi très très longtemps. Et ça faisait un petit moment que j'avais arrêté, mais j'ai décidé de m'y remettre un petit peu, parce que je trouve ça sympa. Et on peut faire vraiment, quand on a un petit projet comme ça, on se dit, tiens, on peut rapidement faire un petit truc comme ça. Et par rapport à des concurrents comme Visual Studio, qui sont quand même des grosses bécanes, qui demandent 3 ou 4 gigas d'installation, plus un framework, plus ci, plus ça. Là, vous avez quelque chose qui, en quelques mégas, comme ça, vous avez un logiciel fonctionnel et relativement rapide à utiliser. Allez, sur ce les amis, la prochaine fois, je pense qu'on va essayer de démarrer par une petite calculette. Ça peut être sympa pour trouver un petit peu les principes et les bases. Vous allez voir que dans une calculette, mine de rien, il y a plein de petits trucs à voir qui demandent quand même beaucoup de vérification et qui font voir pas mal d'aspects de la programmation. Donc, autant s'en servir pour commencer. Allez, sur ce les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.